Très ravie de vous retrouver en ce début de semaine pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous. Le gouvernement marocain affiche ses ambitions pour l'année 2020. Il table sur un taux de croissance de 3,7%. Visite du président nigérian en Afrique du Sud. Muhammadu Buhari va rencontrer son homologue Cyril Ramaphosa à Johannesburg au mois d'octobre. Enfin, le Mozambique envisage de mettre en place un programme de développement urbain et local chiffré à plus de 110 millions de dollars. Le gouvernement marocain se fixe donc un objectif assez ambitieux pour l'année 2020. Il vise un taux de croissance de 3,7%. Les autorités du pays entendent se donner les moyens de cette ambition qui se reflète déjà dans le contenu de la note de cadrage pour l'élaboration du projet de loi de finances 2020. Selon le document, le projet de loi pour le prochain exercice sera élaboré sur la base de l'hypothèse d'un prix du gaz butane à $350 la tonne, une récolte céréalière moyenne de 70 millions de quintaux et un objectif de taux de croissance du PIB de 3,7%. La note de cadrage fait état de certaines contraintes budgétaires, notamment le coût du dernier dialogue social, mais surtout de la prise en compte des orientations royales pour le renforcement de la lutte contre les inégalités sociales et territoriales, la mise à niveau des secteurs de la santé, de l'éducation et de l'amélioration des prestations du service public. Je le disais en titre, le président nigérian Muhammadu Buhari va rencontrer son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa à Johannesburg lors d'une visite annoncée pour le mois d'octobre prochain. Les deux personnalités devraient s'entretenir sur les relations commerciales entre leurs deux États. Attendu à Johannesburg au mois d'octobre 2019 pour une visite officielle, le président nigérien rencontrera son homologue sud-africain. Muhammadu Buhari et Cyril Ramaphosa vont s'entretenir sur les relations commerciales entre les deux premières puissances économiques du continent africain. Les deux personnalités s'entretiendront également sur la protection commune de leurs citoyens et plus principalement sur des questions récurrentes concernant le bien-être de la communauté nigériane en Afrique du Sud. Ceci dans un contexte où les attaques xénophobes en Afrique du Sud ont fait des centaines de morts parmi la communauté nigériane depuis 2016, suscitant récemment l'indignation des députés nigérians. Au cours de cette visite du président nigérian en Afrique du Sud, une commission bilatérale sera en outre inaugurée afin de mettre en œuvre les accords de coopération dans les domaines de l'énergie, des transports et de la sécurité, signés entre les deux États en 2016. Notons que les échanges commerciaux entre le Nigeria et l'Afrique du Sud ont doublé en 2018 pour atteindre environ 4,5 milliards de dollars. Les deux pays, membres de la nouvelle zone de libre-échange économique continentale africaine, espèrent promouvoir le commerce et les investissements au sein de leurs économies respectives. Toujours en ce qui concerne l'Afrique du Sud, signalons que la production dans le secteur des industries a diminué de 3,2% en juin 2019 par rapport au même mois de l'année dernière. Les baisses les plus remarquées ont été enregistrées dans les filières pétrochimiques et métallurgiques. Il faut dire que l'économie sud-africaine ne cesse d'afficher des indicateurs toujours dans le rouge. Au mois de juin dernier, par exemple, c'est le secteur des industries et productions manufacturières qui a affiché la mauvaise note avec notamment une baisse de régime de la production de caoutchouc et de plastique. Même scénario dans les filières fer et acier de base, produits en métaux non ferreux, produits en métal et machines qui affichent un recul de moins 5,1% et moins 1 point de pourcentage.
Dans la filière bois et produits en bois, papier, édition et impression, les indicateurs sont également dans le rouge avec une baisse nette de moins 4,9% et moins 0,5 points de pourcentage. Par contre, d'autres filières s'en sortent plutôt bien pour le même mois de juin 2019, notamment celle des produits alimentaires et boissons avec une nette amélioration de 3,7% et 1 point de pourcentage. Direction maintenant le Mozambique où le gouvernement envisage de mettre un programme de développement urbain et local en place à plus de 110 millions de dollars. Selon le ministère de l'Administration et de la Fonction publique, ce programme est financé par la Banque mondiale et vise entre autres à renforcer la performance des institutions publiques. Financé par la Banque mondiale, le programme de développement urbain et local initié par le gouvernement mozambicain est doté d'une cagnotte de 110 millions de dollars. Il vise essentiellement à renforcer la performance des institutions publiques tout en fournissant de meilleures infrastructures et des services de base aux entités locales. Le dit programme sera divisé en 3 sous-projets distincts, dont le premier, concernant les infrastructures urbaines et les services municipaux, devrait coûter environ 85 millions de dollars. Le second sous-projet, qui concerne la décentralisation et les réformes institutionnelles, devrait coûter environ 20 millions de dollars, tandis que le dernier, concernant la gestion, est estimé à environ 5 millions de dollars. Au total, 4 provinces, à savoir Gaza, Niassa, Zambézia et Sofala, de même que les municipalités, devraient être touchées par ce programme prévu pour s'étaler sur la période 2020-2024. Une petite pause à présent et nous allons retrouver Kazmik Bedior pour la suite de ce journal de l'économie. Bonjour à vous, Kazmik Bedior. Aujourd'hui, vous nous emmenez en Angola pour nous intéresser aux facteurs positifs qui redonnent espoir à l'économie de ce pays. C'est bien ça, Inès. Il faut dire que l'Angola connaît depuis 2014, pour être plus précis, des situations très peu reluisantes pour son produit intérieur brut. En effet, en 2014, avec l'avènement du coût mondial du baril du pétrole, l'Angola a connu une situation catastrophique en ce qui concerne sa croissance. En effet, le pays n'a pas pu redresser sa pente économique parce que l'économie tributrice des embellis au niveau du pétrole n'a donc pas pu donner des embellis. Au-delà de ça, c'est toute la région qui a été affectée par cette situation. Et aujourd'hui, encore, l'Angola continue donc pas subir les affres de cette situation et on se demande véritablement s'il y a des facteurs positifs. Eh bien, il y a des facteurs positifs aujourd'hui qui pourront donc redonner espoir à ce pays qui est donc situé dans une zone qui quand même regorge de beaucoup de potentiel. L'Angola aujourd'hui pourra reprendre son souffle économique, même si on continue pas à sentir au niveau donc de ce pays des signes de faiblesse en ce qui concerne la relance progressive donc de son économie. Alors concrètement, quels sont les facteurs positifs qu'il faut noter? Alors il faut déjà noter qu'aujourd'hui l'Angola a repris son économie grâce au développement d'autres secteurs, sous-secteurs bien évidemment, tels que l'agriculture. L'Angola aujourd'hui a compris la nécessité de ne plus s'accrocher au brut de pétrole pour véritablement donner espoir à son économie. Au-delà de ça, l'Angola fait appel aux investissements étrangers. En effet, pour les 2 dernières années, l'Angola a séduit davantage les partenaires techniques et financiers, notamment la diaspora située au-delà des frontières pour véritablement relancer l'agriculture et aussi l'industrialisation. Au-delà de ça, l'Angola a travaillé sur le secteur secondaire, c'est-à-dire la relance de l'industrialisation au niveau de ce pays pour donner une plus-value à l'économie est aujourd'hui le défi majeur du gouvernement. Et à cela, l'Angola compte sur le secteur tertiaire, notamment les technologies de l'information et de la communication, et surtout sur son potentiel touristique pour véritablement reprendre le contrôle. Et tout ceci progressivement est en train de donner espoir à ce pays. En tout cas,
après les situations catastrophiques donc, de 2014 qui ont donc succédé également à la crise politique et sociale des années 2000. L'Angola aujourd'hui est en train de réduire donc considérablement le fossé de la disparité sociale, notamment en ce qui concerne la pauvreté. Selon les statistiques de 68% voilà, en 2000, en ce qui concerne le taux de pauvreté, l'Angola en 2018 a terminé l'année budgétaire avec un taux de pauvreté de 37%. C'est quand même une note d'espoir qui montre véritablement que lorsque donc les gouvernants pensent à la question du développement du pays, ils peuvent véritablement offrir mieux-être à leur population. Alors l'Angola apparaît, Kazmi Kouidjor, comme un pays qui est ouvert aux investissements. Est-ce que justement ce facteur pourrait être favorable pour l'économie du pays? C'est un facteur déterminant car, je l'ai dit tantôt, l'Angola désormais ne compte plus sur le sous-secteur minier, notamment le sous-secteur pétrolifère, pour donc donner espoir à son économie. L'Angola compte beaucoup plus sur le secteur secondaire et le secteur tertiaire, c'est-à-dire donc l'industrie. Et pour y parvenir, il faut forcément un partenariat gagnant-gagnant. Et donc l'Angola a mis donc les bases pour pouvoir donc offrir cette aisance-là donc à son secteur, enfin aux opérateurs économiques, notamment ceux de l'extérieur. Ceci pourra donc permettre à l'Angola, pourquoi pas, de reprendre un peu le souffle en ce qui concerne donc son économie. Au-delà de ça, l'investissement direct étranger pourra donc relancer donc la question des infrastructures au niveau de ce pays, offrir donc l'énergie, l'électricité aux PME et aux PMI paraît aujourd'hui comme une ambition que le gouvernement doit tenir. Au-delà de ça, les partenaires techniques et financiers observent de plus en plus ce pays car la question donc de la bonne gouvernance a commencé par tarauder l'esprit des dirigeants qui de plus en plus vont vers la réduction des comptes, vont vers la réduction donc des dépenses de fonctionnement de l'État, mais aussi vont vers le déficit budgétaire qui, il faut le dire, en 2017 était de 4,8% et déjà en 2018, le pays a pu réussir le pari communautaire en affichant un déficit budgétaire de 2,8%. Tout ceci avec une dette extérieure en 2014 de 40,7% qui est passé donc à 80,5%. On pourra dire le pays veut s'endetter pour s'enrichir et pourquoi pas veut redonner espoir à sa jeunesse. Alors, Kazmi Kouidjor, une dernière question. Est-ce que tout ce que vous venez de dire pourrait impacter positivement la communauté de développement de l'Afrique australe? Certainement, malgré donc la disparité linguistique donc au niveau de l'Afrique australe, l'Angola est aujourd'hui la cheville ouvrière. Enfin, paraît donc comme la cheville ouvrière de la relance économique, surtout que le pays a ratifié donc l'accord de libre-échange continental. Je crois que des pays voisins pourront donc profiter, pourquoi pas, de ces investissements qui s'annoncent prometteurs pour l'économie, donc non seulement de l'Angola, mais de la région. Merci beaucoup, Kazmi Kouidjor. Merci et très bonne semaine à vous. À vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de votre journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi de nous retrouver mercredi à la même heure.